Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire incroyable de ce family office Archegos qui a fait perdre plus de 5 milliards de dollars à Crédit Suisse. Alors si vous travaillez dans la finance ou si vous voulez travailler dans la finance, regardez cette vidéo. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses et je vous conseille même de lire le rapport qui a été fait par Crédit Suisse sur le sujet. Parce que ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que Crédit Suisse n'était pas investi dans Archegos. Ce n'était que son prime broker, ce n'était qu'un intermédiaire. Donc une perte de 5 milliards de dollars n'aurait jamais dû arriver. Il y a un audit complet qui a été fait de l'affaire. Ils ont fait plus de 80 interviews, ils ont étudié des millions de documents et il y a un rapport de 170 pages qui est disponible sur le site de Crédit Suisse que je vais vous résumer en vidéo, mais comme je vous le disais, si vous êtes un peu dans le business, si vous êtes dans la banque, dans la finance, je vous conseille de lire le rapport en entier. Alors, ce qu'on sait en général, c'est qu'en mars 2021, Archegos a vu certaines de ses positions plonger, donc c'était un family office un peu inconnu, et ça a déclenché une réaction en chaîne, réaction que je vous expliquerai dans la vidéo, la faillite d'Archegos, et puis cette fameuse perte de 5 milliards de dollars pour Crédit Suisse. Alors, qu'est-ce qu'Archegos ? Au départ, c'est un hedge fund qui s'appelait Tiger Asia et qui est géré par Bill Hwang. Et dès 2003, Crédit Suisse est un de ses brokers principaux. Tout se passe normalement jusqu'en 2012, puisque Tiger Asia est accusé alors de délit d'initié. Donc plutôt que de clôturer totalement le fonds, ils rendent tout l'argent à leurs investisseurs, ils se transforment en Archegos et ils deviennent un family office, c'est-à-dire qu'en gros, ils gèrent surtout l'argent du gestionnaire initial, donc de Bill Hwang. Archegos fait surtout du trading fondamental avec un portefeuille long-short, c'est-à-dire qu'ils vont détenir des actions longues de manière traditionnelle et puis ils vont en vendre à découvert une autre partie. Donc ils vont jouer la hausse des actions sur environ la moitié du portefeuille et la baisse des actions sur une autre moitié. Donc ils sont assez peu exposés au mouvement de marché, c'est ce qu'on appelle market neutral. Et leur trading marche plutôt bien puisque leur capital passe de 500 millions de dollars en 2012 à 3,9 milliards de dollars en 2016. Crédit Suisse fournit deux services à Archegos. D'abord, le prime brokerage, c'est-à-dire quelque chose de très traditionnel. Ils vont traiter les ordres standards d'Archegos sur les actions et ils vont les financer aussi, ils vont leur fournir un effet de levier. Et puis, il y a un autre département qui s'occupe d'Archegos qu'on appelle le prime financing et qui va faire notamment pour Archegos des swaps. C'est-à-dire que au lieu que ce soit Archegos qui achète et puis qui possède les actions, ça va être dans le cas des swaps Crédit Suisse qui va les posséder. Et Crédit Suisse va redonner la performance à Archegos, que la performance soit positive ou bien négative. Alors attention, ce sont bien des activités d'intermédiaire. Ce sont normalement des business à faible risque, parce qu'il y a des calculs de risque de contrepartie. Archegos doit maintenir une certaine marge, c'est-à-dire de l'argent bloqué sur les comptes de Crédit Suisse, que ce soit à la fois pour les positions classiques Prime Brokerage ou bien pour les swaps, donc l'autre division Prime Financing. Donc tous les jours, Crédit Suisse fait tourner des scénarios de stress test sur le portefeuille d'Archegos et si les fonds ne sont pas suffisants, ils vont faire un appel de marge pour avoir plus de collatéral en face des positions de marché. Alors je vais détailler un petit peu plus cette partie marge parce que c'est très important. Donc sur la partie classique, quand Archegos détient les actions, Crédit Suisse demande un financement de 15 à 18% de la position. Sur les swaps, c'est en général un petit peu plus élevé, ça va être 15 à 25%. Mais Archegos arrive un petit peu à embrouiller Crédit Suisse en expliquant qu'ils ont des marges meilleures avec leurs autres prime brokers, etc. Et finalement réussissent à négocier une marge de 7,5%. Donc résultat, Archegos s'est mis à traiter de plus en plus de swaps avec Crédit Suisse plutôt que des actions en direct. Forcément parce que pour acheter une position de $100, dans un cas on va lui demander une marge de $15, mais on va lui demander uniquement la moitié, donc $7,50 si c'est en swap. Ce qui revient à un effet de levier de 100 divisé par 7,5, c'est-à-dire 13. Donc pour $1 de capital, ils peuvent avoir une position de $13 sur les marchés. À la fin de l'année 2019, le portefeuille d'Archegos est très légèrement short, donc vendeur, et très concentré. Quand je dis très concentré, c'est que ces 10 premières positions constituent 75% du portefeuille et ces 4 premières positions, 50%. Donc je vous l'expliquais, Archegos est en général market neutral, ils sont autant longs que short, donc là ils sont un tout petit peu plus short parce qu'effectivement ils se permettent un tout petit biais. Mais fin février 2020, donc notez bien le timing, on est au tout début de la crise Covid, Archegos devient net long, donc ils sont plutôt haussiers d'environ 35%. Alors tous les jours, depuis des années, pour mesurer le risque du portefeuille, Crédit Suisse utilise en gros deux mesures. Ils utilisent l'exposition potentielle et puis un scénario catastrophe.
Le scénario catastrophe, ce qu'il fait, c'est qu'il simule en gros un crack. Donc il va simuler une baisse de 30% sur les marchés actions développés et puis une baisse de 45% sur les marchés émergents. Et Crédit Suisse a fixé une limite à 250 millions de dollars de pertes sur ce scénario. Et Archegos commence à régulièrement dépasser cette limite. Et plutôt que de demander un appel de marge, ce qui serait la chose à faire, ce qui serait beaucoup plus classique, Crédit Suisse leur a juste demandé de rajouter des positions short pour redevenir moins exposés au marché. Alors Archegos l'a fait un peu, mais ils sont restés net longs jusqu'à leur faillite un an plus tard en mars 2021. Et si vous regardez ça sur un écran, vous voyez le graphique, on voit qu'ils sont souvent entre 60% et 90% longs. Et l'autre mesure de risque qui est surveillée par Crédit Suisse, c'est ce qu'ils appellent l'exposition potentielle. Alors c'est un risque qui est moins violent que le crack, mais qui risque de se produire beaucoup plus souvent. En gros, c'est un scénario de risque qui a 5% de chance d'arriver. Alors 5% ça peut paraître faible, mais sur 250 jours de trading, ça veut dire que cette perte, elle peut se produire à peu près une douzaine de fois par an. Et la limite qui est fixée par Crédit Suisse, avec les marges qu'ils maintiennent pour Archegos, elle est de 20 millions de dollars. Et dès le printemps 2020, Archegos commence à dépasser ce plafond pour arriver assez rapidement à 10 fois cette limite. Donc je vous rappelle, on est en pleine crise Covid et le fonds est passé de 3,5 milliards de capital en février à 2 milliards en avril. Et en août, l'exposition potentielle, elle passe à 530 millions de dollars, alors que le plafond, je vous le rappelle, est de 20 millions de dollars. Alors bien sûr, toutes ces violations de limites de risque, elles sont remontées au business, mais surtout au département risque de Crédit Suisse. Tout le monde connaît ces chiffres chez Crédit Suisse, mais la réaction, elle n'est pas celle qu'on imagine. Et une des raisons, c'est qu'en fait, quelques mois plus tôt, en janvier 2020, Crédit Suisse a changé sa méthode de calcul de l'exposition potentielle. Donc quand ils voient ces chiffres démesurés et exploser côté Archegos, ils comprennent que ça vient probablement de la crise Covid, mais ils se demandent s'il n'y a pas des erreurs qui se sont glissées dans la nouvelle méthode de calcul, et donc ils en tiennent un peu moins compte. Donc on le voit, tous les feux sont au rouge chez Crédit Suisse sur cette contrepartie. Et normalement, le département risque devrait venir taper sur le département business pour que les chiffres rentrent dans l'ordre. Donc soit ils font des appels de marge supplémentaires, soit Archegos réduit ses positions dans le marché. Mais chez Crédit Suisse, ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est la partie business de Crédit Suisse qui a convaincu le département risque que pour la partie scénario catastrophe, on devrait changer de scénario. Donc on passe du scénario catastrophe avec des baisses de 30% et de 45% à un scénario moins catastrophe. En fait, c'est plus un scénario de crack, mais ça va être un scénario qu'ils appellent de bad week, de mauvaise semaine. C'est-à-dire qu'on va prendre cette fois-ci des baisses de 20% des marchés développés et 30% des marchés émergents. Et en fait, la justification, c'est que le portefeuille d'Archegos est surtout investi sur de grosses actions très liquides. Ils sont investis sur Viacom, sur Discovery, beaucoup de valeurs tech, etc. Mais malgré ce scénario plus avantageux, Archegos a continué à violer ses limites de risque. Et fin décembre 2020, le portefeuille d'Archegos est encore plus concentré et moins liquide que jamais. Ces 5 premières positions représentent 175% de son actif sous gestion. Parce que je vous le rappelle, ils ont un effet de levier qui est énorme. Et sur 2 de ces titres, donc les moins liquides, ces positions représentent entre 5 et 10 jours de volume de trading moyen. Sur 6 positions, ils ont entre 2,5 et 5 jours de volume moyen. Donc on parle ici du volume quotidien total. Donc s'ils se mettent à vendre, ils ne peuvent pas vendre tout le volume quotidien, ils peuvent vendre qu'une fraction de ce volume-là. Ça veut dire qu'il leur faudrait plusieurs semaines, voire même presque plusieurs mois, pour sortir de ces positions sans impacter le prix. Et les chiffres de risque, ils continuent d'augmenter en 2021. Les départements, à la fois business et puis les départements risque, essayent donc de trouver une solution. Et finalement, même si la partie business mettait un peu les pieds contre le mur, Crédit Suisse finit par faire un appel de marge supplémentaire de 750 millions de dollars. Archegos refuse et ne verse que 500 millions. Mais ils essayent un petit peu d'embrouiller Crédit Suisse en leur disant qu'ils ont plus de 6 milliards de dollars en cash ou en marge excédentaire chez les autres prime brokers, donc ils n'ont pas de souci à se faire. Mais avec le temps, Crédit Suisse commence à être de plus en plus inquiet. Et ils changent leur calcul d'appel de marge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils avaient avant un calcul de marge statique et puis ils passent à un calcul de marge dynamique. Et leur nouveau calcul donne un appel de marge à effectuer auprès d'Archegos de 3 milliards de dollars. Donc comme ils ont peur de la réaction d'Archegos, ils vont finalement demander que 1,3 milliard de dollars. Donc Crédit Suisse appelle Archegos pour leur parler de l'appel de marge, il leur envoie des courriers, mais pas de réponse.
Donc ils arrivent finalement à prévoir des conference calls, mais elles sont toutes annulées à la dernière minute par Archegos. Et ce qui est fou, c'est que les marchés, donc à cette période fin 2020 et 2021, ils sont haussiers. En tout cas, sur les positions d'Archegos, ils sont clairement haussiers, donc la faillite n'aurait jamais dû arriver. Mais on l'a vu, le problème, c'est que Archegos a beaucoup d'effets de levier. Ils ont des positions qui sont très concentrées et qui ne sont pas si liquides que ça, en tout cas face à la taille des positions qu'a Archegos. Donc pour financer ces appels de marge, Archegos doit vendre une partie de ses plus grosses positions, notamment Viacom, pour financer. Et donc Viacom commence à baisser, et Viacom baisse de 6,7% le 23 mars. Il continue à chuter. Et là, on tombe dans un effet boule de neige, parce que pour faire face à leurs appels de marge, ils doivent vendre des titres, mais la baisse de ces mêmes titres augmente l'appel de marge. Et le 24 mars, Tencent Music s'effondre de 20%, donc suite aux ventes d'Archegos pour financer ces appels de marge. Et Crédit Suisse, quand ils refont tourner leurs calculs, ils voient qu'il leur faudrait faire cette fois-ci un appel de marge de 2,7 milliards de dollars le jour suivant. Donc là, ça commence à être la panique, très clairement, au sein de la division Prime Brokerage de Crédit Suisse. Les deux chefs de la division Prime Brokerage appellent Archegos en urgence, mais Archegos les informe qu'ils n'ont plus de liquidité et qu'ils ne peuvent pas payer l'appel de marge. Donc cette fois-ci, les managers de la division Prime Brokerage, ils escaladent le cas aux managers au-dessus, c'est-à-dire au chef de la banque d'investissement et au chef des risques. Et ça paraît fou, mais c'est la première fois que les top managers de Crédit Suisse entendent parler d'Archegos. Le lendemain matin, 25 mars, Crédit Suisse fait un appel de marge de 2,8 milliards de dollars. Et on se doute de ce qui se passe. Archegos répète qu'ils n'ont plus de cash, qu'ils ont déjà dû faire face à d'autres appels de marge d'autres brokers qui ont été plus réactifs que Crédit Suisse. Et un peu plus tard dans la journée, Archegos fait un appel avec ses 23 brokers et il les informe qu'ils ont une exposition totale sur le marché de 120 milliards de dollars pour juste 9 à 10 milliards de capital. Donc, vous vous souvenez, j'avais déjà parlé d'un effet de levier de 13, donc on est à peu près dans ces eaux-là. Et donc, ils demandent à leurs brokers de leur laisser le temps de liquider leur position. Mais bon, les brokers, bien sûr, ne peuvent plus laisser la situation traîner et ils refusent. Donc, le lendemain matin, le 26 mars, Crédit Suisse déclare Archegos en défaut et va liquider ses positions, donc de manière très sauvage dans le marché, sans regarder les prix, ce qui fait bien sûr chuter très lourdement toutes les positions du fonds Archegos. Et Crédit Suisse termine avec une perte de 5,5 milliards de dollars. Alors que dire de plus? On le voit bien, tous les ingrédients sont là. On a de l'effet de levier, on a des limites de risque qui sont dépassées sans aucune intervention, on a un département business qui régulièrement arrive à convaincre le département risque de modifier ses calculs et de ne pas réagir malgré donc tous les alarmes qui clignotent dans tous les sens, un top management qui n'est pas au courant, etc., etc. Alors j'avoue, la lecture du rapport, elle est un peu abrupte, mais en fait elle est vraiment passionnante, parce que c'est assez rare qu'on ait comme ça tous les détails de l'histoire, jour après jour, enfin même année après année, pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une plongée dans les arcanes de Crédit Suisse. Moi je suis toujours surpris qu'ils publient ce type de rapport et qu'il soit donc lisible par tout le monde, mais c'est le cas. Donc si vous maîtrisez l'anglais un peu et un peu la technique, plongez-vous là-dedans. Et comme je le disais, si vous faites partie d'une banque, si vous voulez travailler dans une banque, si vous faites partie d'un département des risques, mais pas seulement, lisez ce rapport, vous allez voir un petit peu comment ça se passe et ça va vous rappeler comment marche votre banque et vous allez faire un petit peu plus attention peut-être aux rapports de risque qui ont toujours un peu les mêmes noms cités dedans et sur lesquels on n'agit pas beaucoup. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude parce qu'elle m'a demandé aussi un peu plus de temps, donc j'ai essayé de résumer au maximum mais sans enlever quelques détails qui me semblaient importants. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager ou de la commenter. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme je le dis, qui est un peu plus longue que d'habitude, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.